Mes chers compatriotes, je voudrais avec vous, avec cette vidéo, faire une analyse prenant un peu de hauteur de vue sur un sujet qui préoccupe beaucoup nos concitoyens, et à juste titre, et qui me préoccupe comme tout le monde, et qui est la défense des libertés publiques, et tout particulièrement de nous focaliser, si vous le voulez bien aujourd'hui, sur la question du droit de manifester et sur la question de ce que l'on appelle les violences policières, qui préoccupent beaucoup l'opinion, puisqu'on a vu quand même au cours des dernières années des mouvements de foule réprimés avec une violence dont on n'avait pas l'idée auparavant et qui ont fait dire que Macron était en fait un dictateur, un apprenti dictateur, et qui rompait en fait avec une tradition républicaine de manifestation. Alors tout ceci est tout à fait exact, mais je voudrais prendre la hauteur de vue nécessaire pour essayer à la fois d'analyser la situation et puis aussi de faire des propositions très concrètes, puisque assez fréquemment on me reproche d'avoir un programme qui serait uniquement concentré sur la sortie de l'Union européenne, ce qui est totalement faux. J'aurai l'occasion de faire au cours des semaines et des mois qui viennent un bilan et un point sur toutes les propositions qu'on fait dans tous les domaines. Commençons par celui-ci. C'est celui justement du maintien de l'ordre et des forces de l'ordre. Alors, comme souvent, vous savez, j'aime bien en fait revenir à l'histoire, parce que l'histoire explique beaucoup de choses en fait sur une situation. Et ça permet de prendre ce que Fernand Braudel, l'historien, appelait le temps long en perspective, pour bien que l'on comprenne les enjeux. Sous la monarchie, il y avait des révoltes, il y avait des séditions qui apparaissaient. C'était réprimé ou ça ne l'était pas. Il faut savoir, par exemple, qu'un des prémices de la Révolution française a commencé à Grenoble avec la journée des Tuiles où la garde républicaine a été assaillie par des manifestants en 1788. Depuis les toits de certains immeubles de la ville de Grenoble, eh bien, on balançait des tuiles sur les forces de l'ordre. C'était ça montrait que la société de l'Ancien Régime bouillonnait, comme d'ailleurs la société d'aujourd'hui bouillonne. Lorsqu'il y a eu la Révolution, je fais ça très schématiquement, il n'y avait pas de constitution en France, et la première constitution a été publiée le 3 septembre 1791. Elle a créé ce que Montesquieu et les Lumières appelaient de leur vœu, c'est-à-dire une constitution, c'est-à-dire une espèce de loi suprême qui permet d'organiser les pouvoirs publics. Elle a tranché au passage un point décisif. Je vous renvoie à ma conférence sur l'histoire de France. C'est d'où vient le pouvoir, quelle est l'origine du pouvoir, l'origine de la souveraineté. Voilà. En gros, pourquoi le roi est-il le roi, quoi. C'était un peu les questions que les gens se posaient. Et donc, ça a été l'invention de la souveraineté nationale, c'est-à-dire que, en fait, c'est le peuple dans sa collectivité, l'ensemble du peuple qui est à l'origine du pouvoir. C'est lui qui détient le pouvoir. Jusqu'auparavant, c'était Dieu qui était le dispensateur du pouvoir, puisque, par exemple, Louis XIV, Louis XV était roi de France par la grâce de Dieu. Hein. Dei gratia rex francorum. Il était roi des Français par la grâce de Dieu. Et la Constitution de 1791 a retiré ça et a inventé la souveraineté nationale. À partir de cette Constitution, le Louis XVI est resté roi, mais il n'était plus roi de France par la grâce de Dieu, il est devenu le roi des Français. Et ça s'est assorti d'ailleurs de l'adoption du drapeau bleu-blanc-rouge à la place du drapeau blanc avec les fleurs de lys d'or. Je vous renvoie à ma conférence sur l'histoire de France, le bleu et le rouge étant les couleurs de la ville de Paris qui encadrent le blanc qui est le symbole du pouvoir à conquérir. Alors je vous parle de tout ça parce que c'est également dans ces moments-là qu'ont été commencés à codifier les premiers principes sur les manifestations. Par exemple, dans la Constitution dont je parlais à l'instant, du 3 septembre 1791, il est précisé que la Constitution garantit aux citoyens la possibilité de s'assembler paisiblement et sans armes en satisfaisant aux lois de police. Alors vous voyez tout de suite apparaît une contradiction qui est encore valable de nos jours. C'est la nécessité à la fois d'autoriser les gens à se rassembler pour faire part de leur mécontentement. Est-ce qu'on l'autorise, est-ce qu'on ne l'autorise pas? C'est encore aujourd'hui d'actualité.
Et si on l'autorise, parce qu'il est parfois difficile de ne pas l'autoriser, justement, face à une foule en émeute, quel doit être le comportement à la fois de la foule et de la police. Donc, en 1791, on reconnaît au peuple français le droit de s'assembler paisiblement en satisfaisant aux lois de police, c'est-à-dire que la police est là quand même pour encadrer les éventuels débordements des manifestations. Alors ce point était important parce que quelques mois auparavant, le 27 juillet 1791, il y avait une loi qui avait interdit tout rassemblement séditieux, je la cite, « tout rassemblement de plus de 15 personnes s'opposant à l'exécution d'une loi, d'une contrainte ou d'un jugement ». Voilà le départ, en fait, du contrôle des manifestations en France, sachant quand même, j'ai oublié de le préciser, que dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, apparaissait le mot manifestation, mais d'une façon qui n'était pas forcément celui d'une manifestation dans la rue. C'était plutôt le fait de manifester une opinion. Je rappelle que dans la Déclaration de 1789, la Déclaration des droits de l'homme, il est précisé, article 10, « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. » Alors vous voyez, là, ici, le mot de manifestation, c'est plutôt l'idée de faire part de son opinion. Mais enfin, c'est ce qui va donner lieu au mot même de manifestation dans la rue. Voilà l'acquis de la Révolution française, c'est-à-dire qu'on reconnaît la nécessité qu'il peut y avoir des manifestations dans la rue, des mouvements séditieux, qu'il faut lutter contre les mouvements séditieux de gens qui refusent d'appliquer une loi, mais que néanmoins, eh bien, ils ont le droit de manifester à condition que ce soit pacifique, paisible et dans le respect des lois de police. Voilà, hein, donc c'est quelque chose d'un petit peu chèvre-chou, comme d'ailleurs tout le reste va être chèvre-chou. Alors, je passe sur l'épopée napoléonienne, et là il était plutôt question des guerres en Europe plutôt que de faire des manifestations. J'en arrive à la Restauration avec Louis XVIII, avec Charles X, avec la Révolution de 1830 et la période de Louis-Philippe avec la monarchie, la dynastie des Orléans, dans une France qui commence à évoluer de plus en plus parce que par rapport au XVIIIe siècle finissant, bien là on est vers les années 1830-1840, c'est le début d'une industrialisation de la France, comme ça va être le cas au Royaume-Uni, et qui va donc donner naissance de plus en plus à ce que l'on va appeler bientôt la classe ouvrière. En tout cas, je rappelle que le manifeste du Parti communiste de Karl Marx et de Friedrich Engels sortira en 1848. Donc les années 1830-1840 commencent à voir l'apparition de ces prolétaires qui sont utilisés, qui quittent la terre. Avant, ils étaient des paysans. Ils quittent la terre et ils vont se faire embaucher dans des premières usines comme salariés et ils vont devenir le prolétariat. Et comme en général les conditions sont rarement très satisfaisantes, comme il y a très peu de lois sociales, eh bien il y a des tendances évidemment à des manifestations qui vont être fortement réprimées en France comme d'ailleurs au Royaume-Uni, mais en France tout particulièrement. Il va y avoir d'ailleurs des lois qui vont être prises sous la période de Louis-Philippe, en particulier une loi qui est assez connue pour l'histoire justement des manifestations. C'est la loi du 10 avril 1838, donc ça fait 8 ans que Louis-Philippe est au pouvoir. Cette loi criminalise, je cite, ouvrez les guillemets, « toute personne qui formeront des attroupements sur la place ou la voie publique seront tenus de se disperser à la première sommation des préfets, sous-préfets, maires, adjoints, magistrats et officiers civils chargés de police judiciaire. » Et puis cette loi du 10 avril 1838 va être complétée 10 ans après, juste après la Révolution de 1848 et l'arrivée de la Deuxième République, par une nouvelle loi, la loi du 7 juin 1848, qui organise la répression des attroupements d'individus armés ou susceptibles de troubler la paix publique. Voilà. Donc vous voyez, que ce soit la monarchie, que ce soit la Deuxième République, il y a toujours ce souci de réprimer les manifestations qui risquent de menacer l'ordre établi. Cependant, l'augmentation de l'industrie, l'augmentation du nombre d'ouvriers, de prolétaires, notamment sous le Second Empire, qui est notamment la période du Second Empire sous Napoléon III, les années 1850, 1860, etc.,
vont être celles d'une industrialisation rapide de la France. On va voir se développer les chemins de fer, on va se voir se développer les aciéries, la sidérurgie. Donc la France se modernise, mais elle se modernise avec la création donc beaucoup d'usines et avec une misère de la condition ouvrière sur lesquelles donc vont travailler Marx et Engels, comme je le disais, la naissance des idées socialistes et puis aussi le développement quand même d'une pensée politique qui est plus favorable justement à la condition de ces ouvriers, d'autant plus qu'on va vers de plus en plus une démocratie, c'est-à-dire avec un droit de vote qui va se rapprocher de plus en plus d'un droit de vote universel, du moins réservé aux hommes. Vous le savez, le droit de vote sera reconnu aux femmes en 1945-46. Donc on va avoir une tendance à mieux prendre en considération les mouvements de manifestation. Donc pendant ces années de développement de l'industrie en France, eh bien, on va voir arriver des premières lois sociales qui vont de mieux en mieux protéger en fait eh bien, le prolétariat et la classe ouvrière. On va mettre notamment dans la période de ce que les historiens appellent l'Empire libéral. Il y a eu deux phases dans le Second Empire en France. La première phase, c'est ce qu'on appelle l'Empire autoritaire. Et puis il y a la deuxième phase, les dernières années, que l'on va appeler les dernières années, qu'on va appeler l'Empire libéral. Et ça va être d'ailleurs le triomphe des frères Pereire, de l'industrie, de la sidérurgie, etc., etc. Et on va avoir donc une loi, la loi Olivier du 25 mai 1864, qui supprime le délit de coalition, qui avait été d'ailleurs posé au moment de la Révolution française. Le délit de coalition, c'était justement ces rassemblements séditieux dont je parlais tout à l'heure. Et donc, sous un certain nombre de conditions, il faut que les ouvriers doivent laisser les autres ouvriers libres de travailler s'ils le veulent. Il ne doit pas y avoir de violence, etc. Mais on reconnaît pour la première fois en France, avec la loi Olivier donc de mai 1864, on reconnaît le droit de grève de certaines catégories de la population. Et puis, donc, dans le prolongement de cette loi qui commence à reconnaître le droit de grève en 1864, sous Napoléon III, 20 ans après, le 21 mars 1884, alors là c'est sous la Troisième République, il y a une nouvelle loi, la loi Waldeck-Rousseau, qui va reconnaître les syndicats, l'existence, la légitimité des syndicats. Or, cette légitimité des syndicats sera encore plus reconnue dans le préambule de la Constitution de 1946 de la Quatrième République. Voilà. C'est d'ailleurs la période, à la fin du XIXe siècle, où l'Église elle-même, avec le pape Léon XIII, dans son encyclique Rerum Novarum, c'est-à-dire des choses nouvelles dans le monde, eh bien, va lui aussi reconnaître la légitimité que la classe ouvrière puisse se rassembler en syndicats pour défendre leurs intérêts. Ce sont vraiment des bouleversements sociologiques et historiques et socio-économiques très très importants dans l'histoire de l'Europe occidentale et en particulier dans l'histoire de la France. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant toute cette période d'ébullition, où petit à petit on autorise, comme vous le voyez, les grèves, puis les syndicats, etc., il y a quand même ce problème des manifestations sur la voie publique que l'on ne sait pas toujours très très bien gérer. Il faut savoir qu'à cette époque, au long du XIXe siècle, eh bien, il y avait des polices qui étaient des polices municipales, qui dépendaient des maires. Or, face à ces manifestations de rue, ça manquait d'une doctrine centralisée, si l'on peut dire, puisque d'abord les maires, c'est toujours vrai d'ailleurs, les maires savent pas toujours très bien quoi faire face à leurs administrés, puisqu'ils dépendent, ils sont élus par les citoyens. Donc ils n'aiment pas trop réprimer leurs propres citoyens, donc ça c'est un des premiers problèmes. Il y avait un autre problème, c'est qu'il y avait évidemment une très grande disparité de traitement entre les polices municipales dans telle ville, dans tel département, dans telle région, etc. en France. D'où est apparue progressivement la nécessité de faire apparaître une police nationale qui aurait une même doctrine entre les régions, les départements et les collectivités locales, et qui aurait l'avantage aussi de retirer aux élus municipaux le souci de faire régner l'ordre. En attendant que cette police municipale soit créée, eh bien, quand il y avait des troubles importants et significatifs, que faisait le pouvoir parisien ? Eh bien, il envoyait l'armée. Et il y a, parmi les interventions de l'armée, qui ne donnent pas en général dans la dentelle, surtout au XIXe siècle, eh bien, il y a une journée qui est restée, hélas, tristement célèbre. C'est la journée du 1er mai
1891, où des manifestations ouvrières ont été réprimées d'une façon féroce, notamment dans 4 villes de France qui sont à Fourmies, à Draveil, à Villeneuve-Saint-Georges et à Narbonne, où ce jour-là, il y a eu une répression féroce par l'armée qui s'est soldée par des morts et des blessés. 9 morts au total, dont 4 femmes et 2 enfants, et 35 blessés. Cette date du 1er mai 1891 est restée comme une blessure ouverte dans le corps social français et a pris valeur de symbole, puisque c'est à partir de cette date que les ouvriers ont commencé à célébrer le 1er mai. 1er mai qui est devenu ensuite une fête du travail, la fête internationale du travail, la fête des travailleurs, le 1er mai, que l'on fête non seulement en France, mais, comme vous le savez, dans le monde entier. Ça date de 1891, et donc de la répression des manifestations de façon très violente par l'armée française. Alors ce drame de 1891 a beaucoup frappé évidemment les esprits, et puis ses suites, d'autant plus que ça affectait le prestige de l'armée française, ce qui n'était pas très souhaitable. Ce n'est jamais souhaitable d'ailleurs d'avoir ça, mais évidemment dans le contexte de ce qui arrivait, c'est-à-dire la Première Guerre mondiale, où au contraire les Français devraient avoir confiance dans leur armée. Donc après la Première Guerre mondiale et après 1918, il a été jugé quand même nécessaire de ne pas que ça ne soit plus l'armée victorieuse de 1918, l'armée des poilus. Donc, il faut savoir donc que la plupart des manifestations vont se dérouler de façon violente, jusqu'à une manifestation restée assez célèbre du 16 octobre 1909, dite manifestation pacifique, où il a été convenu entre les forces de l'ordre et les organisateurs qu'il y aurait une espèce de service d'ordre qui assurerait que la manifestation va se dérouler de façon pacifique et sans violence. Donc ces hommes de confiance, qui auront à la fois la confiance des syndicats et puis des forces de l'ordre, vont donner naissance à l'apparition d'un nouvel type de manifestation, des manifestations encadrées, qui ne versent pas dans la violence, et ce qui va permettre de les autoriser, puisque en fait toutes les manifestations syndicales, dans la capitale du moins, étaient interdites jusqu'alors, puisque la capitale c'est là où il y a tous les lieux de pouvoir. Et donc c'est la raison pour laquelle il a été décidé de confier à la gendarmerie n'était pas nouvelle, ça remonte à la monarchie, à l'Ancien Régime, c'était les gens plus loin d'armes, D''A-R-M-E-S. Les gendarmes, c'est à eux que, après la Première Guerre mondiale, on va confier le maintien de l'ordre, ce qui va poser d'ailleurs des problèmes, puisque d'une part, les gendarmes n'ont pas l'habitude de gérer, de réprimer les manifestations, de les gérer, et puis d'autre part, il y a là aussi autant de doctrines à travers la France qu'il y a de régions et de départements. Et donc on va éprouver la nécessité de codifier, d'unifier tout ça. Ça va être une loi de 1921 qui va créer 111 pelotons de gendarmerie mobile et qui vont être chargés d'opérer le maintien de l'ordre à travers toute la France avec une doctrine unique. Ça va être complété en 1926 par un décret qui va créer donc la garde républicaine mobile pour unifier tout ceci. Et puis alors, dans les années 30, il va y avoir la montée notamment de l'extrême droite, des ligues factieuses d'extrême droite, avec par exemple le 6 février 1934. Cette manifestation du 6 février 1934, manifestation restée célèbre dans notre histoire nationale, la manifestation des ligues d'extrême droite, avec les camelots du roi notamment, et cette manifestation se développe sur un fond d'antiparlementarisme, et notamment à l'occasion du scandale de l'affaire Stavisky. Je vous renvoie, je ne vais pas ici faire tout un cours d'histoire sur les années 1930. Ce qu'il faut savoir en tout cas, c'est que cette manifestation qui se déroule place de la Concorde face au Palais Bourbon a une forte coloration antiparlementaire. En fait, c'est une espèce de début de fascisme à la française, et elle est réprimée violemment. Il va y avoir sur le coup un mort dans les forces de l'ordre, et puis 2 morts chez les civils et 2000 blessés. Et puis au bout du compte, si l'on tient compte de tous les blessés qui ensuite sont décédés, il y aura 19 morts. Alors cette manifestation qui a fait vaciller la République, évidemment, provoque un tremblement de terre, si j'ose dire, sur la classe politique française, et qui va décider de mieux réglementer les manifestations par un décret-loi de 1935, d'octobre 1935, qui va essayer de mieux réglementer les manifestations, notamment avec l'invention de la déclaration
préalable de manifestation. Vous savez que c'est toujours valable aujourd'hui. Si vous voulez manifester, il faut préalablement prévenir avec un délai suffisant, et qui est assez important théoriquement, je crois que c'est au moins un mois, de prévenir la préfecture de police de Paris, si c'est à Paris, de votre intention de manifester, qui vous est ou non accordée et qui va vous donner tel ou tel parcours pour manifester. Et puis, donc, quelques années après la Constitution de 1946, de la 4e République, il va y avoir la Convention européenne des droits de l'homme qui va être signée en 1950 et qui entrera en vigueur. C'est un traité international qui entrera en vigueur après un certain nombre de ratifications, comme tous les traités internationaux, qui entrera en vigueur en 1953. Et l'article 9 de cette Convention européenne des droits de l'homme, justement, conforte le droit de manifester. L'article 9 dit très exactement ceci: la liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publique, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Alors, arrivé à ce point de mon exposé, je voudrais faire un peu un bilan de cette histoire qui nous mène donc jusqu'au début de la Ve République. C'est que, je rappelle, avant la Révolution française, il n'y avait pas de doctrine particulière. À partir de la Révolution française, on va avoir à la fois, on reconnaît le droit de manifester avec beaucoup de prudence, mais aussi tout ceci doit être extrêmement corseté par le respect de la loi, de l'ordre établi, et il va y avoir une tendance à la répression. Voilà. Puis, dans la seconde moitié du XIXe siècle, la montée en puissance de l'industrialisation du pays va faire en sorte qu'il va y avoir de plus en plus d'ouvriers, de prolétaires en France, qui vont de plus en plus se manifester. Et les régimes successifs, c'est-à-dire le Second Empire, puis la Troisième République, vont être obligés d'en tenir compte avec, en 1864, la reconnaissance du bout des lèvres du droit de grève, mais quand même. Et puis avec, en 1884, la reconnaissance de la légitimité d'avoir des syndicats. Et puis, dans les années 1920, 1930, on va essayer de codifier de plus en plus le système des manifestations avec la création de gendarmeries mobiles, de pelotons qui vont essayer d'unifier la doctrine vis-à-vis des manifestations. Alors, quelle est cette doctrine, justement? Et c'est là où c'est très important. On peut résumer la doctrine apparue au cours des 60-70 premières années du XXe siècle par 4 points essentiels que vous allez voir apparaître à l'écran. Premier point, toujours laisser une porte de sortie aux manifestants afin de permettre la dispersion. C'est important parce que jusqu'alors, jusqu'aux années 1920-1930, l'objectif principal, c'était quand même de disperser les manifestants. Après ça, on va avoir, notamment à partir de 1909, avec cette manifestation pacifique et avec la loi et les décrets-lois des années 1920-1930, on va avoir le dépôt d'une demande préalable de manifestation. On va donc avoir une cogestion qui va apparaître. On ne va pas réprimer systématiquement, on va essayer d'accompagner les manifestants. Ça va avoir comme principe de laisser partir les manifestants dès qu'ils le souhaitent. Le deuxième point, on va graduer la réponse des forces de l'ordre au comportement des manifestants. C'est-à-dire que la doctrine de la police, de la gendarmerie et des corps chargés de surveiller les manifestations va être de ne pas provoquer les manifestants, de les surveiller du coin de l'œil, si je peux dire. Si les choses se passent bien, avec notamment un service d'ordre, les forces de l'ordre doivent rester discrètes. Elles ne vont intervenir que si les manifestations dégénèrent. À telle enseigne d'ailleurs qu'une pratique constante, notamment dans les années 1960, 70, 80, 90, même au début du XXIe siècle, c'était qu'une manifestation, en règle générale, les forces de l'ordre n'étaient pas trop voyantes. Si possible, on les mettait dans des rues adjacentes. Par exemple, à Paris, vous aviez des grandes manifestations entre la place de la République, la place de la Bastille et la Nation, donc notamment sur le boulevard des Filles du Calvaire, le boulevard Beaumarchais, etc. Et les forces de l'ordre
étaient présentes mais non visibles, c'est-à-dire dans les rues adjacentes, pour qu'il n'y ait pas de provocation visuelle vis-à-vis des manifestants, et puis tout ceci étant encadré par les syndicats. Donc c'est un modus vivendi assez efficace, en fait, qui avait été trouvé, graduer la riposte des forces de l'ordre au comportement des manifestants et ne pas faire de provocation visuelle inutile. Le troisième point de cette doctrine apparue dans les années 1920-1930 a consisté dans la réaction des forces de l'ordre en cas de problème, de maintien de l'ordre. Et il y avait un principe fondamental qui était d'agresser les sens, comme on dit, et non pas les corps. Ça veut donc dire que les forces de l'ordre vont essayer de faire revenir l'ordre dans une manifestation qui dégénère, qui dérape, avec des moyens qui vont s'attaquer au sens des gens, c'est-à-dire à l'odorat, c'est-à-dire aux yeux, c'est-à-dire aux oreilles, mais sans les frapper, sans agression des corps. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire les grenades lacrymogènes qui vont piquer les yeux, qui vont faire un peu suffoquer les gens. Donc les manifestants vont partir en retrait. Et donc, ils vont se disperser. C'est une des utilisations. Il y a également les grenades assourdissantes, c'est-à-dire faire exploser une grenade qui fait énormément de bruit, qui assourdit les gens. Et encore une fois, les manifestants, assourdis ou éventuellement avec les yeux qui pleurent, vont se retirer. Donc c'est une doctrine, c'est le troisième point. On s'attaque au sens des gens, mais on ne les touche pas, on ne les blesse pas. Si vous pleurez parce que vous avez eu du gaz lacrymogène, c'est arrivé à tout le monde, moi j'en ai eu comme tout le monde, vous pleurez, vous êtes gêné pendant un quart d'heure, 20 minutes, et puis voilà, c'est terminé. Donc ça n'est pas frappé, vous n'êtes pas blessé sur le long terme, ni mutilé. C'est le troisième point. Et puis le quatrième point, c'est également de faire des réponses qui vont être des simulations. C'est-à-dire, on va par exemple simuler des charges, si nécessaire, des charges de police, avec une doctrine très particulière d'être toujours subtil, faire preuve de discernement. Il va falloir intimider les manifestants sans quand même trop les frapper. Alors ça peut aller, bien sûr, jusqu'à ce que des policiers ou des CRS ou des gendarmes mobiles manient la matraque, bien entendu. On le verra en 1968. Mais quand même, il y a surtout beaucoup d'effets comment dirais-je, c'est plutôt une posture que l'on va conseiller aux forces de l'ordre. Alors, ces 4 points ayant été élaborés, bien entendu, ça ne s'invente pas. C'est-à-dire que va apparaître au long du XXe siècle la nécessité d'avoir des véritables professionnels de l'encadrement des manifestations. Donc il va y avoir des unités qui vont être formées spécialement pour gérer les manifestations avec cette dose assez subtile de surveillance, de non-provocation, d'intimidation si nécessaire, éventuellement de frapper les sens, mais pas les corps, etc. Donc tout ceci nécessite du discernement, nécessite du doigté, nécessite aussi de nommer à la tête des forces de l'ordre des personnes qui soient intelligentes et subtiles, et pour, encore une fois, essayer de faire respecter à la fois l'ordre et aussi les grands principes de liberté publique et de liberté républicaine, du droit inaliénable de manifester sa colère contre le gouvernement. Et donc, dans la mesure où il faut avoir une doctrine partie précise, dans la mesure où il faut avoir une formation des hommes, il va y avoir la nécessité aussi de créer des corps spécialement dédiés à cela. On va donc voir apparaître, après la Seconde Guerre mondiale en France, essentiellement 2 corps qui vont être les escadrons de gendarmerie mobile, ce qu'on appelle les gendarmes mobiles, d'une part, et les compagnies républicaines de sécurité, les CRS d'autre part, dont l'acronyme est quand même célèbre, et à qui on va enseigner la même doctrine de gestion du maintien de l'ordre à travers toute la France, avec ces unités d'escadrons de gendarmerie mobile ou de CRS que l'on va d'ailleurs pouvoir faire circuler en France en cas de besoin pour telle ou telle manifestation. Voilà le cadre général de l'organisation des pouvoirs publics. Il peut s'ajouter par rapport aux CRS et aux escadrons de gendarmerie mobile qui font finalement une compétence à travers toute la France, il peut s'y ajouter également des compagnies départementales d'intervention ou des compagnies d'intervention qui n'auront pas exactement le même rôle parce qu'ils feront
également de la sécurisation générale, de la lutte contre les violences urbaines, sécuriser un tel ou tel quartier, par exemple. Donc ça n'est pas un métier aussi spécifique que les gendarmes mobiles ou que les CRS. Ils auront donc, ça sera une espèce de système un petit peu hybride. Système hybride qui a quand même comme avantage d'avoir, puisque ce sont des compagnies départementales d'intervention, qui a l'avantage de pouvoir réagir très rapidement, notamment si dans un quartier ça devient chaud, hein, comme on dit, un week-end, ou je sais pas, il y a des voitures qui brûlent. On va pas forcément, le ministère de l'Intérieur ne va pas forcément envoyer une compagnie républicaine de sécurité. Ça, c'est plutôt pour les très grandes manifestations. Donc, une compagnie départementale d'intervention va pouvoir répondre très très rapidement et sécuriser un quartier. Alors, tout ceci, pour le résumé de tout ça, c'est que cette professionnalisation, cette gestion fine des manifestations, élaborée notamment sous la période gaullienne, puis Pompidou, Giscard et Mitterrand, c'est pas la merveille. On a toujours eu des protestations. Par exemple, du temps de Gaulle, eh bien, il y avait un slogan qui avait fait Florès, c'était CRS-SS. Certains manifestants de mai 68 comparaient De Gaulle à Hitler. Il y avait des affiches qui étaient apparues où on voyait De Gaulle en Hitler. Notez bien d'ailleurs que jamais Charles de Gaulle n'avait voulu poursuivre ceux qui faisaient des affiches le caricaturant en Hitler. D'une part parce que c'était grotesque évidemment de caricaturer l'homme de la France libre, le résistant numéro 1 de la France contre le nazisme, de le caricaturer en Hitler, mais aussi parce que De Gaulle appliquait cet adage romain de minimis non curat praetor, c'est-à-dire voilà, le praetor, c'est-à-dire celui qui détient une haute fonction publique, ne porte pas, ne s'intéresse pas aux choses médiocres, aux choses minables. Je le dis parce qu'actuellement, la moindre affiche qui représente Macron en Adolf Hitler fait l'objet d'un scandale, des poursuites, etc. Et l'on voit tous les députés de Renaissance, etc., protester sur le thème « On n'a jamais vu ça, c'est absolument incroyable ». Non, on a toujours vu ça dans les manifestations depuis la Seconde Guerre mondiale. Il n'y a que Macron qui prend ça très mal et qui poursuit les manifestants. C'est peut-être qu'il se sent un petit peu visé quand on le compare. Hein. C'est peut-être possible. Il ferait mieux, à mon avis, de laisser couler. Ça montrerait quand même une plus grande hauteur de vue et une plus grande distance par rapport aux événements. En attendant, eh bien, malgré ces caricatures faites de Gaulle, malgré ce slogan CRS-SS, force est de constater que la gestion des problèmes de maintien de l'ordre professionnel, même si ça ne faisait pas toujours plaisir évidemment aux manifestants de se ramasser à un vent avec des gaz lacrymogènes ou de se ramasser un coup de matraque sur la tête, on a assisté à une diminution tout à fait significative du nombre de morts et de blessés. J'en voudrais pour preuve quelque chose qui est insuffisamment rappelé. C'est que les événements de mai 68 en France, qui ont été d'une très grande importance, je rappelle que la grève générale commence le 13 mai 1968, que la France va devenir un pays absolument à l'arrêt, qu'il va y avoir des manifestations monstres, et qu'au bout du compte, il y aura que pratiquement aucun mort. 3 morts, semble-t-il, d'ailleurs morts dans des conditions qui étaient un peu en dehors des manifestations. C'était pas dans les manifestations stricto sensu. Et d'ailleurs, tous les spécialistes de l'histoire des manifestations en France reconnaissent que le préfet de police de Paris, qui avait été nommé par De Gaulle en 1967, je crois, qui s'appelait Maurice Grimaud, eh bien, était un homme, c'était d'ailleurs un érudit, un intellectuel, je crois qu'il était plus ou moins de l'École normale supérieure. Eh bien, il avait été préfet de police, mais avait géré avec beaucoup de finesse, avec des ordres donnés notamment aux compagnies républicaines de sécurité, des ordres qui ont permis, alors évidemment je ne dis pas que c'est miraculeux, mais enfin d'avoir une gestion des événements de mai 68 où il n'y a pas eu de mort, ou quasiment pas, et où il n'y a pas eu de très très graves blessés, ou alors peut-être quelques-uns, mais très peu, par rapport à l'immensité du mouvement social dont il s'agissait. Alors une fois que je vous ai dressé ce panorama, eh bien il faut maintenant voir quels sont les événements et qu'est-ce qu'a fait Macron depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Et ça c'est très très important à comprendre, c'est qu'en fait Macron a tout simplement saccagé toute cette doctrine élaborée tout au long
du XXe siècle. En fait, Macron, qui, vous le voyez maintenant depuis 6 ans, salit tout ce qu'il touche, détruit tout ce qu'il touche, transforme tout ce qu'il touche en de la merde. C'est pas moi qui le dis, c'est l'ancien président des États-Unis en personne, Donald Trump. Eh bien, Macron a salopé, en fait, toute la doctrine du maintien de l'ordre. Alors, on va le voir point par point. Premier point, je l'ai dit tout à l'heure, c'est laisser aux manifestants la possibilité de s'en aller pendant une manifestation, surtout si la manifestation commence à tourner mal. Alors Macron, en décembre 2021, a fait adopter par le gouvernement un nouveau schéma national du maintien de l'ordre, dans lequel il est toujours précisé la doctrine habituelle de réponse graduée par rapport aux événements. Eh bien, sauf que Macron a introduit l'idée du nassage, c'est-à-dire de nasser les manifestants, de les encercler, de les enfermer. Ce qui est l'opposé de la doctrine apparue tout au long du XXe siècle. Au lieu de laisser les manifestants se disperser et quitter la manifestation sans problème, surtout s'ils voient qu'il y a des gaz lacrymogènes, des grenades assourdissantes, l'attaque aux sens et non aux personnes, eh bien à ce moment-là, il y a quand même beaucoup de manifestants qui quittent la manifestation. C'était le principe avant. Non, cette fois-ci, on décide de nasser les manifestants avec des arguments absolument hallucinants du style « ça va les empêcher de casser, de faire de... » Mais non. L'expérience que l'on a vue avec notamment le préfet Didier Lallement, c'est au contraire que ça va exacerber la colère des gens, puisque lorsque les gens sont encerclés, il va y avoir un effet de cocotte-minute qui va se produire. Les gens vont se sentir sous pression, les gens vont vouloir essayer de sortir les manifestants, et ils constatent, on l'a vu par exemple lors des manifestations des Gilets jaunes autour de l'Arc de Triomphe, on a vu qu'en fait, les gens étaient faits comme des rats, comme on dit vulgairement. Ce qui a provoqué une exacerbation de la colère des manifestants. Et cette doctrine du nassage qui a été mise en œuvre par l'inénarrable ministre Castaner, dont je rappelle quand même que c'était un mafieux notoire quand il avait 18 ans, donc dans le milieu marseillais il était très connu, eh bien le ministre Castaner et le préfet Lallement eh bien, ont opéré une répression, notamment des Gilets jaunes, qui fait scandale par rapport à la doctrine habituelle. Je citais le préfet Maurice Grimaud, le préfet de la préfecture de police de Paris en 1968. Si l'on compare le bilan de Maurice Grimaud sous De Gaulle en 1968 avec le bilan de Castaner et Lallement au moment de l'affaire des Gilets jaunes, c'est épouvantable. On s'aperçoit que Macron, avec Castaner et Lallement, en adoptant le principe du nassage, donc d'encercler les gens, a également adopté une autre doctrine, c'est la doctrine de l'utilisation des LBD. Donc de tirer avec des armes, en fait, qui peuvent être extrêmement blessantes, voire meurtrières. C'est donc contradictoire avec le point numéro 2 de la doctrine dont je parlais tout à l'heure, qui est de graduer la riposte par rapport aux manifestants, également qui conseillait de cacher les forces de l'ordre. Là, pas du tout. Macron, Castaner et Lallement vont exhiber les forces de l'ordre comme des provocations. C'est donc le point numéro 2 qui est battu en brèche de la doctrine. Également le point numéro 3 de la doctrine qui est battu en brèche, puisque au lieu d'avoir des armes qui agressent les sens et pas les corps, c'est-à-dire des grenades lacrymogènes ou des grenades assourdissantes, et bien maintenant, on va doter, Macron a fait doter les forces de l'ordre d'instruments de répression féroces, notamment les fameuses LBD. Alors il faut savoir que ce sont des armes qui ne sont pas d'un maniement facile. On ne sait pas. Il se trouve qu'à l'UPR, nous avons un certain nombre de policiers qui sont adhérents. On a des gendarmes qui ne sont pas adhérents parce qu'ils ne peuvent pas être adhérents, puisque vous savez que les militaires en France ne peuvent pas adhérer à un parti politique, mais enfin ils peuvent faire des dons et ils peuvent être sympathisants de notre parti. Donc je me suis entretenu avec quelques-uns de nos policiers et gendarmes, puisque ils font partie aussi de l'UPR comme tous les adhérents, et parmi lesquels d'ailleurs il y en a beaucoup qui désapprouvent totalement ce qui a été fait par Macron, Castaner et Lallement. Je rappelle d'ailleurs au passage, vous le savez, qu'il y a actuellement un gros malaise dans les forces de l'ordre et que beaucoup de policiers et de gendarmes ont démissionné de la fonction publique. On n'avait jamais vu ça parce que parmi les forces de l'ordre, ce sont des Français comme tout le monde, et il y en a un certain nombre qui sont
tout à fait en désaccord avec ce qu'on veut leur faire faire. C'est-à-dire, au lieu d'avoir la gestion fine, subtile, essayer comment dirais-je, de concilier des exigences contradictoires entre le maintien de l'ordre et la liberté de manifester, donc ça nécessite du doigté et de l'intelligence. Là, on les a transformés en brutes épaisses, chargées tout simplement de réprimer, quel qu'en soit le prix d'ailleurs, y compris en faisant des blessés et des mutilés. L'utilisation des LBD, moi j'en ai jamais eu dans les mains, mais de ce que l'on m'a dit, eh bien ça n'est pas si facile que ça, c'est assez lourd. Eh bien, il faut être un spécialiste en balistique pour éventuellement, quand on tire, savoir où est-ce que ça va tomber. Donc ça n'est pas forcément, contrairement à ce qui a été dit, d'après ce qu'on me dit, des forces de l'ordre qui ont voulu forcément viser telle ou telle partie du corps. Il peuvent aussi y avoir, malheureusement, par inadvertance, on envoie un LBD puis qui tombe malheureusement pas au bon endroit ou pas sur la bonne personne ou à un mauvais endroit. Mais enfin, force est de constater que l'utilisation même de ces armes a abouti à un carnage. Combien y a-t-il eu avec Macron, Castaner, l'Allemand, mais aussi récemment également, et combien y a-t-il eu de personnes qui ont été mutilées à vie, qui ont perdu un œil, qui ont perdu une main parce qu'ils avaient ramassé la grenade, ce qu'il faut surtout pas faire, qui ont été éventuellement frappés, c'est arrivé ça, qui ont été en partie émasculés pour les hommes, puisqu'ils ont eu un testicule broyé par une grenade. Enfin, c'est des choses jamais on avait pu voir un truc pareil. Il pouvait y avoir une bavure de temps en temps, mais là, le tableau des mesures de Macron est épouvantable. Ça a d'ailleurs valu à la France l'expression de plusieurs protestations internationales à la Cour européenne des droits de l'homme, même au sein de l'Union européenne, même aux Nations unies. Il y a des gens qui ont commencé à protester contre le régime sanguinaire, en tout cas criminel, en tout cas de violente répression de Macron. On n'avait jamais vu ça en France, théoriquement la patrie des droits de l'homme. Quant au point numéro 4 que j'exposais tout à l'heure, qui consistait à faire des manœuvres coordonnées d'intimidation, des charges fictives pour en fait faire peur aux manifestants et les faire déguerpir, encore une fois sans s'attaquer au corps ou éventuellement donnant quelques coups de matraque par-ci par-là, dans le pire des cas, eh bien alors là, ça n'a plus du tout été la même chose. On a vu, avec la nouvelle doctrine Macron, des charges contre des personnes absolument hallucinantes, de la violence contre les manifestants gratuite, qui n'avait pas lieu auparavant. On a vu des adolescents qui ont été parqués, les mains sur la tête. On a vu des charges contre des personnes âgées, rouées de coups, traînées par terre. Ça n'a plus rien à voir avec la doctrine républicaine traditionnelle. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que pour parvenir à ce sabotage de la doctrine traditionnelle, Macron a eu recours à un artifice, parce qu'il se doutait bien que si on gardait les compagnies républicaines de sécurité, les CRS, ou bien les escadrons de gendarmes mobiles traditionnels, et ils ont quand même du professionnalisme, l'habitude de gérer les manifestants, eh bien, ils ne parviendraient sans doute pas à cet objectif vicieux, diabolique, recherché volontairement par Macron, de martyriser le peuple français, puisque je suis de ceux qui pensent que Macron prend un plaisir absolument sadique à faire le mal, à humilier les Français, à les tabasser, les violenter, les mutiler comme il le fait. Pour faire ça, il fallait qu'il ait recours à des nouvelles forces. Et c'est pour cela qu'il a créé, avec Castaner, ce que l'on a appelé les Braves M, les brigades de répression des actions violentes motorisées. Alors, pour être précis, c'est le préfet de police Delpuech qui a créé les Braves M, mais c'est en fait le préfet de police, l'allemand connu, l'allemand ENT, c'est pas un allemand, c'est lui qui les a utilisés avec, comme on le sait, les dérapages que l'on connaît. Alors, un des problèmes posés, le problème peut-être principal posé par les brigades de répression des actions violentes motorisées, ces fameuses Braves M, c'est qu'en fait elles sont constituées un peu de briques et de broc. C'est un replâtrage dû notamment à des problèmes budgétaires et à des problèmes de manque d'effectifs. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'en fait elles sont constituées
lorsqu'on sait qu'il y a une crise politique, par exemple, en vue de manifestations, donc elles sont constituées à titre provisoire, ce sont des unités conjoncturelles, et pour les constituer, eh bien, l'autorité va aller chercher des personnels disponibles, par exemple dans les CDI, les compagnies départementales d'intervention, mais aussi à la BAC. Or, ce sont des métiers totalement différents. Les compagnies départementales d'intervention, les CDI, font à la fois de l'anticrime et du maintien de l'ordre, et principalement du maintien de l'ordre. Or, le maintien de l'ordre, c'est un métier. C'est un métier de faire du maintien de l'ordre. C'est quelque chose qui est quotidien, qui est sur le long terme, avec des agents qui sont formés pour ça. Alors que les BAC, les brigades anticriminalité, ne font que de l'anticrime, et donc avec des agents civils, éventuellement des filatures, des trucs comme ça, mais ça n'a rien à voir avec le maintien de l'ordre. Donc il faut bien comprendre, quand on n'est pas familier des questions de police, de gendarmerie et autres, il faut bien comprendre que nous avons affaire à des personnels qui sont formés pour des actions qui sont tout à fait différentes les unes des autres, qui sont spécialisés. Et donc les Bravem, c'est quoi ? On voit bien que c'est une autorité supérieure qui s'est dit j'ai besoin à titre conjoncturel d'avoir plus d'agents pour aller casser du manifestant, et donc je vais prendre là où j'en trouve, et donc je vais en prendre ici, je vais en prendre là. Alors le problème, évidemment, c'est que on mélange, si j'ose dire, des choux et des carottes. On va mélanger donc des personnels qui n'ont pas les mêmes habitudes de travail, et ça risque de donner, c'est d'ailleurs ce qui se passe, ça donne en fait des dérapages et des résultats parfois calamiteux. On reconstitue une erreur qui avait déjà été commise jadis avec les gendarmes, puisque avant, on utilisait, c'était un peu le même système, on prenait des gendarmes un peu dans chaque caserne, et puis des gens qui n'avaient pas l'habitude de travailler ensemble, on les mettait ensemble. Et d'un seul coup, pour des actions conjoncturelles, ça donnait des mauvais résultats. D'où la création des escadrons de gendarmerie mobile, les gendarmes mobiles, qui, eux, ont l'habitude de travailler ensemble et qui donc se coordonnent beaucoup mieux et sont devenus beaucoup plus professionnels. Donc en réalité, la Brave M n'a pas tiré les conséquences, n'a pas tiré les enseignements de ce qui s'était passé au niveau de la gendarmerie. Et donc, en fait, Macron, en créant ces Braves M, qui font penser au mot brave, mais elles n'ont rien du tout de brave, il a en fait, Macron, recréé ce que l'on appelait les voltigeurs de sinistre mémoire. C'était quoi les voltigeurs ? C'était dans les années 1986, qui étaient justement des unités de police ou de gendarmerie qui, au moment des manifestations, sur un moto à deux, pouvaient circuler très très vite, rouler sur les trottoirs et poursuivre des manifestants qui s'enfuyaient. Alors, à ce propos, d'ailleurs, il se trouve que moi, j'avais travaillé pendant quelques temps auprès de Charles Pasqua, mais beaucoup plus tard. Il n'était plus ministre de l'Intérieur depuis de nombreuses années, mais je l'avais connu. Pasqua avait été ministre de l'Intérieur au moment d'un drame qui avait été celui de l'affaire dite Malek Oussekine. Il s'agissait en 1986 de manifestations qui avaient lieu, manifestations notamment étudiantes, et Pasqua était le ministre de l'Intérieur et il avait été flanqué par Chirac d'un ministre délégué chargé justement de la police qui était Robert Pandreau. Et donc, ce n'était pas du tout Pasqua qui était responsable, même si pour l'opinion publique c'était lui le responsable, mais c'était Robert Pandreau, ministre délégué, chargé de la police notamment, des forces de l'ordre, et qui avait créé ces voltigeurs pour justement être plus rapide dans la gestion des manifestations. Ça s'était terminé par un drame, puisque lors d'une manifestation, il y avait des voltigeurs qui étaient comme ça à moto et qui avaient eu la matraque un peu trop facile, et ils avaient poursuivi un pauvre garçon qui, d'ailleurs, je crois, n'était pas manifestant, qui était un étudiant qui s'appelait Malek Oussekine, qui était sous dialyse, enfin qui était soigné pour des soins assez lourds, et qui rentrait chez lui au moment où il y avait la manifestation. Il avait été pris par erreur, en fait, et donc il avait été frappé, et en fait il était décédé. Donc ça avait fait une affaire tout à fait qui avait ému énormément l'opinion publique, à juste titre d'ailleurs. Beaucoup l'avaient reproché à Pasqua. Moi, j'ai connu Pasqua bien des années après, qui en était tout à fait meurtri, puisqu'il savait qu'il avait porté le chapeau, alors qu'il n'y était absolument pour rien. C'est pas lui qui avait créé les voltigeurs, c'est pas lui qui avait donné les ordres, mais même Robert Pandreau, qui avait créé les voltigeurs et qui avait donné les ordres, c'est tout le problème de la gestion du maintien de l'ordre, c'est que vous êtes un ministre, vous donnez des instructions au préfet de police de Paris, lequel préfet de police de Paris donne des instructions
à des gens qui sont en dessous de lui, puis ça descend comme ça en pluie fine jusqu'au niveau du terrain. Et c'est là où il faut être extrêmement prudent, puisque vous pouvez avoir des ordres qui sont interprétés plus ou moins par les gens sur le terrain de façon plus ou moins violente. Le principe même des voltigeurs avait un petit peu donné libre cours à la volonté de certaines forces de l'ordre de jouer les caïds et de montrer les bras. Et donc ils étaient allés au-delà de ce que souhaitait Robert Pandreau. Voilà. Alors je le signale parce que c'est extrêmement important pour comprendre comment gérer le maintien de l'ordre. C'est que, je l'ai dit pour l'affaire du préfet Maurice Grimaud en 1968, je le dis pour le Pasqua Pandreau et l'affaire des voltigeurs de Malik Ousekine, je le dis pour Macron, Castaner, le préfet allemand et actuellement Laurent Nunez, qui maintenant est le préfet de police de Paris. Il faut être sur ces questions de maintien de l'ordre, comme d'ailleurs sur toutes les questions qui concernent des êtres humains. C'est vrai sur toute une série de sujets, aussi bien les retraites, l'immigration, les questions de santé, les questions sanitaires, les questions d'éducation, mais aussi les questions de maintien de l'ordre. On touche à la population. Et donc il faut toujours être très prudent pour concilier le nécessaire maintien de l'ordre, la nécessaire affirmation de l'autorité de l'État, et on ne peut pas laisser un pays verser dans l'anarchie, mais avec toujours le souci que les ordres qui sont donnés ne soient pas surinterprétés. Et Macron, à l'évidence, blanc-bec s'il en est, faisant en permanence des impairs parce qu'il ne connaît rien, il n'a pas l'expérience, il est trop jeune, donc faisant des impairs diplomatiques, on ne les compte plus, etc. Faisant des bêtises en matière de gestion économique et financière, on ne les compte plus non plus, mais aussi faisant des bêtises en matière de maintien de l'ordre, parce que tout simplement, lui et les gens qui l'entourent, qui sont à sa dévotion, ne connaissent pas l'histoire. Ils ne connaissent pas toute l'histoire depuis la Révolution française, que je viens rapidement de vous brosser, de la nécessité du maintien de l'ordre et de ses contraintes. C'est-à-dire que, arrivant comme ça, tel Jupiter se prenant avec un melon énorme, il a commencé à dire qu'il allait falloir faire ci, faire ça. Et donc, il a décidé de créer ces brigades de répression des actions violentes motorisées, les braves M, en leur donnant, en fait, libre cours, allez-y, vous pouvez aller tabasser, quoi, c'est ça. Et malheureusement, c'est ce qui s'est produit. Il faut savoir que lors des manifestations qui ont eu lieu pour les Gilets jaunes ou récemment pour notamment sur l'affaire des retraites, mais de façon générale sur toutes les manifestations qui ont lieu en France, il faut savoir que les plaintes qui ont été déposées par le public ont été de façon écrasante contre justement des responsables de ces fameuses brigades de répression des actions violentes motorisées et non pas contre les escadrons de gendarmes mobiles ou les brigades de CRS. Parce que dans un cas, nous avons des gens, les gendarmes mobiles et les CRS, qui sont des professionnels et qui, même si ça ne fait pas plaisir, mais moi je parle ici en responsable, je parle ici en chef d'État, si j'ose dire. Quelqu'un qui est à la tête d'un État doit bien assurer le maintien de l'ordre. Mais il ne doit pas abuser de ses fonctions. Donc les CRS, les gendarmes mobiles, eh bien, ont fait l'objet de très peu de dépôts de plainte. Ce sont en revanche ces brigades de répression. Pourquoi ? Parce que ce sont des gens nouveaux qui n'ont pas été forcément bien formés et qui ont été, à partir du moment où on leur donnait des moyens nouveaux, ils se sont sentis investis de la possibilité de jouer les justiciers dans les rues de la ville, se croyant dans une série américaine sans doute. Je signale d'ailleurs à ce propos une rumeur qui circule. Je ne sais pas si elle est vraie, mais je ne suis pas sûr qu'elle soit tout à fait fausse non plus, puisque j'ai eu des témoignages, y compris d'adhérents de l'UPR chez nous, qui soit ont participé à des manifestations, soit ont déposé des plaintes au commissariat de police. Rumeurs selon lesquelles, parmi ces brigades de répression des actions violentes motorisées, il y avait des gens qui d'abord ne portaient pas le fameux RIO, le moyen de les reconnaître, mais également ils auraient entendu un certain nombre de ces personnes qui étaient là parler dans une langue autre que le français.
Et tout particulièrement une langue de l'Est, d'un pays de l'Est qui pourrait être notamment, pourquoi pas, l'ukrainien. Alors je ne sais pas si c'est vrai. C'est peut-être complotiste, conspirationniste, mais la rumeur est quand même assez insistante selon laquelle il pourrait y avoir des non-français qui participeraient à ces brigades, en fait, qui seraient des quasi-mercenaires au service de Macron. C'est extraordinairement grave. Si tel est le cas, c'est extraordinairement grave et normalement, l'opposition parlementaire, qu'elle soit de droite ou de gauche, aurait dû lancer une mission d'enquête pour obtenir des éclaircissements, pour savoir si c'est une fausse rumeur ou si c'est une rumeur exacte. Et avant de conclure cette vidéo, je voudrais souligner 2 points essentiels également que Macron a apportés pour en fait détruire notre système de gestion traditionnelle du maintien de l'ordre. Le premier point, c'est le désengagement de l'État. Il a accéléré une tendance qui était apparue déjà un peu sous Chirac, qui a accéléré sous Sarkozy, sous Hollande, et qui est le désengagement de l'État en matière de maintien de l'ordre, au profit notamment des polices municipales. Moi, je me rappelle que dans les années 1990, lorsque est apparue l'idée des premières polices municipales, c'était un scandale pour un certain nombre de républicains, notamment de gens de gauche, qui considéraient que c'était tout à fait inadmissible, que c'était une dérive à l'américaine avec la police du comté de Los Angeles, des sirènes hurlantes et puis des gens qui jouent avec des armes à poing, etc., que c'était une dérive à l'américaine. C'est une dérive à l'américaine. Je ne suis pas sûr que ça renforce la majesté de l'État. Ce dont je suis sûr, en tout cas, c'est que les coupes constantes qui ont été faites, notamment chez les CRS, par exemple, la diminution du nombre de compagnies républicaines de sécurité, le fait de donner aux polices municipales de plus en plus de pouvoir, c'est une formidable régression qui revient, comme je le disais, au XIXe siècle, avant la création de la police nationale, lorsque c'était des maires qui étaient chargés de la répression et de la gestion du maintien de l'ordre. Je rappelle que si Sarkozy, Hollande, Macron font ça, c'est bien entendu sur pression de la Banque centrale européenne et de la Commission européenne qui exigent que l'on diminue les déficits publics. Eh bien, si on diminue les déficits de l'État, eh bien, qu'est-ce que font nos dirigeants? Eh bien, ils refourguent ça à des collectivités locales. Ça va pas plus loin, hein. Mais ça veut dire que progressivement, l'État se désengage. Et donc, on voit refleurir le contraire exact de ce que souhaitent les Français, le contraire exact de ce qu'ont fait les pouvoirs publics depuis des siècles, et tout particulièrement depuis la Révolution française, c'est-à-dire une uniformisation des lois, des règlements, des doctrines d'utilisation des forces de l'ordre en particulier, mais aussi de toute une autre série de choses, quels que soient les citoyens français. Donc ça, ce point-là, je voulais le souligner, puisque ça contribue à la désagrégation du corps social et la désagrégation de la doctrine d'emploi policière. Et donc, ça contribue, avec les braves M, ça contribue à la multiplication des bavures parfois extraordinairement blessantes ou criminelles, hein, puisque je rappelle qu'il y a eu aussi des morts pendant l'affaire des Gilets jaunes, plus de morts pendant les Gilets jaunes que pendant les événements de mai 68, je le rappelle. Donc ça, c'est l'avant-dernier point que je voulais dire sur Macron. Et puis le dernier point que je voulais dire sur Macron, et qui est peut-être le plus important, c'est que Macron a transformé de fond en comble l'utilisation des forces de l'ordre pour assurer l'imposition en France d'une politique contraire à ce que veut la majorité des Français. Là est le problème de fond. Parce que pourquoi y a-t-il ces manifestations? Pourquoi y a-t-il eu les Gilets jaunes? Pourquoi y a-t-il eu les manifestations sur les retraites? Pourquoi, dès que Macron pointe le museau hors de l'Élysée, il est accueilli par un concert de casseroles, des sifflements, des huées, voire par une paire de claques comme il l'a eu une fois, ou alors par des ministres pour lesquels c'est pareil? Pourquoi? C'est pas pour le plaisir, les Français ne manifestent pas pour le plaisir de manifester. C'est simplement, si j'ose dire, parce que Macron
prend des décisions politiques en totale illégitimité. Il n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale. Tout le monde sait que sur la réforme des retraites, par exemple, eh bien, il est très minoritaire dans le pays et il impose aux Français une politique que l'écrasante majorité des Français ne veut pas. Et il le sait. Normalement, j'ai déjà eu l'occasion de l'expliquer en comparant les événements de mai 68 aux événements actuels. De Gaulle, au bout de 17 jours, avait dissous l'Assemblée nationale pour revenir devant le peuple français. Macron aurait dû dissoudre l'Assemblée nationale. Non seulement il ne l'a pas fait, mais il a multiplié, et il continue de multiplier les provocations les unes après les autres. Donc, si cette atmosphère actuellement est épouvantable en France, s'il y a un divorce complet entre la population et le pouvoir, c'est à cause de Macron, c'est à cause de son refus d'appliquer la Constitution. Rien ne me met plus en colère que lorsque je vois Macron ou Madame Borne ou Monsieur Véran annoncer que la Constitution a été parfaitement respectée avec l'affaire de l'article 49 alinéa 3 et avec l'interdiction à l'opposition de présenter son projet d'abrogation de l'article qui fait grief, article qui n'a jamais été débattu par l'Assemblée nationale. C'est sans précédent connu. Hein. Donc Macron, en fait, piétine la Constitution, piétine l'article 3 de notre Constitution qui pose que la souveraineté appartient au peuple, nulle fraction du peuple, en particulier pas le groupe Renaissance et le parti Renaissance, qui a représenté 11% des électeurs inscrits en 2022 au premier tour, je le rappelle, et en particulier l'article 3 précise nul individu, donc pas Macron, ne peut s'en attribuer l'exercice de la souveraineté. Je rappelle que l'article 2 de notre Constitution pose le principe que le principe de la République, c'est gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Ça n'est pas le gouvernement de Macron, par l'Union européenne, pour BlackRock et les fonds de pension américains. Hein, ça, c'est pas ça la Constitution française. À partir du moment où Macron obéit non pas au peuple, mais obéit à ses commanditaires, ceux qui l'ont fait élire à l'Élysée, eh bien, il est assez inévitable que l'on arrive à une dégradation de l'ordre public. Et face à cela, Macron procède à une fuite en avant, qui est celle de la répression féroce que j'ai décrite et qui est un formidable retour, non pas vers le monde d'après, comme il avait promis, mais vers le monde d'avant. En fait, il nous fait rétrograder au XIXe siècle et même à la première moitié du XIXe siècle. Voilà le bilan de Macron en matière de maintien de l'ordre. Alors, maintenant, je voudrais conclure cette vidéo en expliquant ce que moi, je propose, ce que j'ai proposé, notamment dans mon programme présidentiel en 2022, qui n'a pas du tout été diffusé par les médias auxquels on l'avait présenté. Qu'est-ce que moi et qu'est-ce que l'UPR nous proposons de très concret par rapport à cette situation? Alors, si nous arrivons au pouvoir, voilà ce que je propose aux Français. Très concrètement. Premièrement, revenir à la doctrine traditionnelle républicaine élaborée comme ça, petit à petit, au long du XXe siècle, qui avait abouti à une gestion des manifestations, je ne dirais pas à la satisfaction générale, mais disons de la façon la moins défavorable possible pour tout le monde, à la fois pour maintenir l'ordre, mais tout également en laissant les gens s'exprimer. Alors ça veut donc dire revenir déjà sur les 4 points que j'ai exposés tout à l'heure. Premier point, toujours favoriser dans les manifestations la dispersion des personnes. La dispersion des manifestants qui doivent pouvoir quitter une manifestation à tout moment. Ça veut donc dire, et je suis très précis, que notre programme, c'est l'interdiction fondamentale du principe des nassages de la population. Donc c'est une doctrine en opposition à ce qu'a imposé Macron. Deuxièmement, autoriser autant que possible le droit de manifester, puisque j'en ai pas vraiment parlé, mais Macron, en plus, et les gens qui l'entourent, ont tendance à interdire de plus en plus de manifestations. Or, je suis désolé, le droit de manifester est un droit constitutionnel,
puisque ça figurait dans le préambule de la Constitution de 1946, et donc ça fait partie de ce que l'on appelle le bloc de constitutionnalité. Donc, sauf vraiment cas de force majeure, il doit y avoir, tout doit être fait pour autoriser tout le monde à manifester. Et pas seulement les grands partis politiques, mais aussi les associations, les partis divers et variés, etc. Tout le monde doit avoir le droit de manifester, mais dans un cadre républicain, avec le principe traditionnel de la déposition d'une demande d'autorisation avec le délai nécessaire, avec également une espèce de bonne entente avec les forces de l'ordre pour que tout le monde s'assure que ça va bien se dérouler. Par ailleurs, et j'en profite pour en parler puisque j'en ai pas parlé préalablement, se pose la question des manifestations qui dégénèrent en fin de journée, et notamment avec l'apparition de ce qu'on appelle les Black Blocs. Donc de ce point de vue-là, je suis très précis aussi. Tout faire pour empêcher les Black Blocs de nuire. Je voudrais à cette occasion signaler cette rumeur qui circule et qui n'est pas dénuée de fondement, c'est qu'il y a certainement des éléments incontrôlés dans les manifestations, mais j'ai des informations qui me permettent d'affirmer qu'un certain nombre de Black Blocs ou de casseurs font partie ou sont en cheville avec le ministère de l'Intérieur. Voilà, c'est selon toute probabilité. J'en ai pas des preuves absolument formelles, mais j'ai quand même un certain nombre d'éléments d'appréciation qui me permettent de le penser. C'est d'ailleurs pas nouveau. Le fait qu'il y ait des casseurs qui soient lancés par les pouvoirs publics pour essayer de faire qu'une manifestation dégénère avec, en demandant si possible de casser quelques vitrines de magasins pour qu'ensuite les grandes chaînes de télévision, TF1 ou bien BFM TV, pour ne pas les nommer, ou CNews, vont filmer ça pour montrer dans les campagnes, regarder les manifestants, ce qu'ils font, tout ça pour pourrir un mouvement politique qui déplaît au pouvoir, c'est vieux comme Hérode. Rappelons-nous comment Macron est arrivé à mater les gilets jaunes, non seulement avec des répressions policières, avec des personnes qui ont été blessées, mutilés à vie, etc., mais aussi avec des casseurs dont certains avaient très probablement partie liés avec les forces de l'ordre et qui ont dénaturé le mouvement des Gilets jaunes, y compris des bris de vitrines, de la violence gratuite, etc., qui fait que progressivement, eh bien, l'opinion publique, chauffée à blanc par les médias, s'est retournée. C'est vieux comme le monde. Eh bien, je dis que si l'on veut être un gouvernement républicain, il faut réprouver ce genre de procédure, ce qui nécessite d'avoir une bonne concertation avec les organisateurs des manifestants, qui doivent prendre un engagement d'adultes, en fait, de responsables adultes, que de leur côté, ils auront un service d'ordre qui s'assureront de la bonne tenue de la manifestation et de l'absence de dérapage, et du côté des pouvoirs publics, de prendre l'engagement de ne pas favoriser, disons-nous, l'apparition, comme par hasard, de casseurs qui vont en fait pourrir la manifestation délibérément. Bon, c'est une affaire qui est assez connue, qui est vieille comme le monde en définitive, c'est l'utilisation des casseurs afin de pourrir un mouvement, par exemple. Alors, les casseurs n'ont pas forcément partie liée avec les forces de l'ordre sur le terrain, mais elles ont souvent, pas toujours, mais souvent partie liée avec l'autorité administrative, notamment l'affaire Benalla. L'affaire Benalla, quand on a vu que quand même un proche du président de la République était en train de faire de la castagne dans les rues de Paris, il est assez probable que les collègues policiers qui étaient autour étaient ignorants de son identité réelle, mais il est certain qu'il y avait au-dessus une entité qui savait qui était M. Benalla et ce qu'il faisait sur le terrain. Alors une question se pose, c'est de savoir finalement qu'est-ce qu'on fait de ces braves M, qu'est-ce qu'il va falloir en faire. Bon, à mon avis, soit on les supprime purement et simplement, ou on les intègre, par exemple, dans les compagnies républicaines de sécurité, ou alors, si vraiment il est jugé absolument nécessaire de disposer de ce système souple pour des manifestations, bien à ce moment-là, il faudra au moins essayer de remédier aux problèmes que j'ai énumérés, et c'est-à-dire, en fait, les professionnaliser, avoir des espèces de spécialistes des braves M qui paraissent, par exemple, pourraient être dans les compagnies républicaines de sécurité et qui, en tant que de besoin, eh bien, on les mettrait là-dedans pour être, je ne sais pas d'ailleurs très bien ce qu'elles feraient de différente que les CRS, mais je suis persuadé
qu'au ministère de l'Intérieur, quelqu'un nous trouvera une doctrine d'emploi différente pour justifier du maintien de ces bravèmes s'il est jugé nécessaire politiquement de les maintenir. Personnellement, je serais plutôt favorable pour leur suppression pure et simple. Alors, comment résoudre ce problème des Black Blocs, à supposer qu'il n'y ait pas une autorité supérieure qui ait intérêt à les balancer dans les manifestations? Si on veut vraiment lutter contre les Black Blocs, eh bien, la solution est finalement assez simple. Il suffirait d'utiliser le même système que celui pour les interdits de stade. Je rappelle que pour les interdits de stade, il y a deux types d'interdictions, l'interdiction administrative et l'interdiction judiciaire. Et ça veut dire que quelqu'un qui est interdit de stade parce qu'il a commis antérieurement des problèmes lors d'une manifestation sportive, eh bien, on peut l'interdire d'aller dans un stade. On peut d'ailleurs le convoquer dans un commissariat de police pour qu'il se présente et qu'on vérifie bien qu'il n'est pas dans le stade. Et si d'aventure cette personne se rend, malgré son interdiction de stade, dans une rencontre sportive dans un stade, eh bien, il peut être passible d'une peine assez élevée. Je crois qu'il peut aller jusqu'à 1 an de prison et je ne sais plus combien de centaines d'euros d'amende. Et bien, pourquoi ne pas faire la même chose, en fait, avec les Black Blocs, qui sont finalement quelques centaines? Allez, mettons 1500, 2000, 3000 au total. C'est quelque chose. D'ailleurs, je suis bien persuadé que le ministère de l'Intérieur les connaît, a un registre de ces personnes. Eh bien, il suffirait de les faire des interdits de manifestation, comme il y a des interdits de stade, et je pense que ce serait beaucoup plus simple. Mais évidemment, encore faudrait-il que le ministre de l'Intérieur en personne ou que certaines autorités administratives ne trouvent pas intérêt à ce qu'il y ait des Black Blocs pour pourrir les fins de manifestation, pour qu'il y ait de la casse et pour qu'ensuite on présente effectivement aux Français les manifestants sous le jour le plus noir. Le deuxième point, qui est la gradation de la riposte face aux manifestations, je propose là aussi d'en revenir à la doctrine traditionnelle, c'est-à-dire que les forces de l'ordre devront être dans des manifestations le moins visibles possible, juste à proximité. Il ne s'agit pas de favoriser le laxisme, mais d'éviter les provocations visuelles, de se mettre en accord, bien entendu, avec les manifestants, comme je l'ai dit préalablement, et de limiter l'utilisation d'un certain nombre de matériel à des cas de force majeure. Je pense par exemple aux grenades de désencerclement qui ne doivent être utilisées que si vraiment quelques forces de l'ordre sont elles-mêmes encerclées par des manifestants. Ils doivent pouvoir l'utiliser, mais pas de façon générale. Le troisième point également, je vous l'ai dit, la doctrine qui consistait à agresser les sens, c'est-à-dire l'odorat, la vue, l'ouïe et non les corps, doit revenir sur le devant de la scène. C'est-à-dire qu'il faut arrêter ces mutilations, arrêter ces exactions, en fait, ce fascisme rampant, en fait, de Macron. Et c'est-à-dire que les forces de l'ordre doivent être munies, comme d'habitude, des grenades lacrymogènes, de certaines grenades assourdissantes, et puis éventuellement de matériel, en tout cas des matériels qui ne mettent jamais en danger la vie ou l'intégrité physique des gens. Ça veut donc dire que je prends l'engagement dans mon programme d'interdire les LBD, par exemple. Je signale au passage qu'il y a des pays en Europe occidentale, je crois que c'est le cas de l'Espagne, où les LBD sont totalement interdits pendant les manifestations. De la même façon que sont également interdits les procédures dites de nassage. Par ailleurs, je propose là aussi de rétablir l'ordre républicain, c'est-à-dire d'en revenir au professionnalisme traditionnel. Ça veut dire redonner des moyens aux compagnies républicaines de sécurité, aux compagnies de CRS, et également aux escadrons de gendarmerie mobile. Ça, il faut leur redonner les moyens, en personnel, en moyens. Mais en revanche, revenir et interdire toutes les innovations avec des personnels non professionnels et non spécialisés. Ça veut dire que je prends ici l'engagement, si nous arrivons au pouvoir, de supprimer les braves M, les brigades de répression des actions violentes motorisées. Je prends l'engagement de les supprimer. Je prends bien entendu aussi l'engagement de vérifier au passage, et si tel est le cas de sanctionner en tout cas, d'interdire formellement l'utilisation de personnes qui ne seraient pas françaises, qui seraient des véritables mercenaires européens, ni nous seraient fourgués par tel ou tel pays de l'Est ou de n'importe quel pays d'ailleurs, pour participer au maintien de l'ordre. Parce que
Évidemment, si vous avez des étrangers qui viennent en France avec déguisés et sans le matricule qui permet de les reconnaître, bien évidemment, il est plus facile à une nationalité étrangère de tabasser et d'envoyer éventuellement des armes pour tirer sur des manifestants s'ils ne sont pas français eux-mêmes. Il n'y a pas de solidarité nationale en la matière. Donc ça, peut-être est-ce que ce ne sont que des racontars, j'espère. Mais en tout cas, avec une gestion UPR de la France, c'est terminé. Alors la suppression des braves M ne doit pas empêcher d'avoir éventuellement une réflexion sur des unités d'intervention rapide, comme d'ailleurs elles existent déjà. J'ai parlé tout à l'heure des compagnies d'intervention départementales ou des compagnies d'intervention. Ça peut être le cas, mais en toutes circonstances, il faut à la fois assurer l'autorité de l'État, mais pas donner dans le rodéo et dans la série B américaine. Donc ça veut dire qu'il faudra veiller à avoir aussi une sélection des dirigeants. Il faut mettre à la tête de la gendarmerie, à la tête des compagnies de CRS, il faut mettre à la tête du ministère de l'Intérieur, il faut mettre à la tête de la préfecture de police de Paris, des préfectures de police de Marseille, etc. Il faut mettre des responsables qui seront là pour assurer le maintien de l'ordre public dans les conditions républicaines. Et non pas de mettre des gens à la botte du pouvoir. Il doit bien être compris aussi que tout ceci s'inscrit dans un cadre plus général que vous connaissez bien, de respect du peuple français et de respect de sa volonté. Il faut donc non seulement interdire toutes les manœuvres dilatoires pour pourrir les manifestations, on doit pouvoir interpeller les Black Blocs, les fameux Black Blocs, quand ils arrivent. Après tout, on fait bien, on intervient dans les périphéries des stades pour empêcher les casseurs d'arriver. Donc on doit pouvoir le faire, mais beaucoup plus généralement, il faut faire en sorte que le peuple français soit plus heureux en définitive, ait moins envie de descendre dans la rue pour protester, parce que au bout du compte, c'est bien de ça qu'il s'agit. Au bout du compte, les problèmes de maintien de l'ordre auxquels nous sommes confrontés résultent, je l'ai dit tout à l'heure, du fait que Macron impose une politique exigée par l'oligarchie euro-atlantiste, par l'intermédiaire de l'Union européenne, des traités européens, une politique que les Français ne veulent pas. Moi, si je me présente devant vous et si j'ai créé un mouvement politique qui, depuis 16 ans, propose aux Français de sortir de l'Union européenne et de l'euro, c'est justement pour rétablir la démocratie en France, pour rendre aux Français leur droit inaliénable de choisir leur politique. Et à partir du moment où nous aurons rendu aux Français leur choix inaliénable de décider si oui ou non ils veulent donner des milliards à l'Ukraine ou s'ils préfèrent les réserver pour pouvoir partir à la retraite à 62 ans, c'est leur droit. S'ils ne veulent pas démolir les services publics, s'ils veulent garder les services publics à la française et ne pas tout privatiser, ne pas tout vendre à des fonds de pension américains style BlackRock ou Vanguard, s'ils n'ont pas envie de voir le président de la République française fricoter avec M. Larry Fink, le PDG de BlackRock et non pas de BlackBlock, c'est leur droit. Et moi, je serai là pour assurer le droit des Français. Et je terminerai là-dessus. Le jour où les Français auront élu à l'Élysée quelqu'un qui les respecte, quelqu'un qui connaît leur longue histoire, notre longue histoire collective, quelqu'un qui ait l'expérience des êtres humains, quelqu'un qui ait le sentiment, l'attention, l'affection portée à ses compatriotes, de savoir qu'on ne peut pas pousser un peuple à bout, qu'on doit respecter ce qu'il souhaite, eh bien je suis convaincu qu'à partir du moment où les Français sauront qu'ils ont quelqu'un qui les défend à la tête de l'État, eh bien vous verrez que les violences des manifestations, comme par enchantement, elles disparaîtront peut-être pas totalement, mais elles seront singulièrement affaiblies. Et également, les forces de l'ordre seront mieux respectées et pourront mieux faire respecter l'ordre public. Vive la République et vive la France.